À marcher dans les ruelles tristes et sombres d'un monde qui de lui-même n'est plus que l'ombre. Un écosystème qui meurt à petit feu. Le profit érigé comme unique Dieu. Chacun pour soi, le cœur glacé. Capital et cynisme sont leur unique phrasé. Sur notre terre s'érigent les frontières d'un monde en lutte. Folie ordinaire, consommation effrénée aux saveurs délétères. Responsable inavoué d'un calvaire planétaire. Peuple enragé en quête de liberté, perdu dans les travers d'une routine orchestrée. À ne rêver que d'un petit rayon d'espoir ou de soleil. Allez viens, partons. Nous sommes les dernières générations à pouvoir tout changer. Nous avons une mission. Il est fini le temps où nous étions passifs. L'horloge tourne, notre combat est positif. Allons ensemble vers un changement décisif ou simplement vers un futur collectif. C'est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre 5 jeunes touchés par les luttes sociales et climatiques actuelles, qui se demandent comment changer les choses, comment participer à rendre le monde meilleur. Changer les choses, facile à dire, mais comment s'y prendre ? Comment s'opposer à une société qui prône le chacun pour soi ? Partage, empathie, solidarité et entraide. Et si ces valeurs permettaient de rétablir un équilibre entre individus et collectifs ? Et si la recréation de liens permettait de réduire un bon nombre d'inégalités ? C'est en tout cas ce en quoi nous avons décidé de croire. Mais cette notion de collectif restait très floue à nos yeux. Les nombreux livres sur le sujet nous offraient de magnifiques perspectives, mais celles-ci restaient bien trop théoriques. Nous nous sommes donc mis en quête d'un endroit dans lequel cette notion de collectif, et tout ce qu'elle peut apporter, s'exprimerait le mieux. Après de passionnantes recherches sur les communautés autonomes, c'est avec autant d'excitation que d'appréhension que nous avons mis les voiles pour Sainte-Camelle, un éco-village dans le sud de la France. En suspens présent, les médias l'appliquant lentement, le malaise régné depuis maintenant bien quelques mois. Sans qu'on ose mettre dessus des mots, bien même le doigt pour l'argent, la fierté, le pétrole ou la gloire, pour quelle raison que peut-on y voir ? Nous voilà sur la route. On ne sait pas encore trop à quoi s'attendre. Au final, on n'y connaît pas grand-chose sur ces communautés autonomes. On se pose beaucoup de questions sur leur mode de fonctionnement, leur rapport aux autres et au monde qui les entoure, mais surtout une en particulier. Est-ce qu'aller vivre en autarcie au milieu de la nature, ça ne serait pas une sorte de fuite du système ? Est-ce que l'on peut s'exclure de la société et quand même contribuer à changer celle-ci ? Libre et dans la paix. Et c'est un homme qui décide de l'avenir du monde entier. Le monde entier se laisse par cette... Après 13 heures de route, nous sommes arrivés à Sainte-Camelle, un lieu de vie collectif perdu en Ariège. Ici, les habitants ont décidé d'adopter un autre mode de vie, plus simple, plus lent et plus respectueux de l'humain et de la nature. Moi, je suis persuadé que l'homme n'est pas un être individualiste comme on le vit aujourd'hui, quoi. Et je crois qu'on a profondément en nous cet aspect collectif. I wanna be free, so free, like the dolphin in the sea, like the flowers and the bees, like the birds in the... Il y a une problématique de société, une problématique, si c'était cuite, ce serait pas grave. Il y a beaucoup de problématiques, comment répondre à ça ? Et c'est là qu'est née l'idée de me dire, seul je ne peux rien faire, effectivement. Donc l'idée du rassemblement, l'idée du collectif. Donc je m'appelle Dan,
Et je vis ici depuis 8 ans. Actuellement, on est 15 personnes, je crois. Voilà. Donc, on est encore en processus d'intégration pour d'autres personnes, puisqu'on va aller jusqu'à 25, mais on n'ira pas au-delà. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de 25, on est obligé de légiférer, c'est-à-dire de poser des règles. Parce qu'on ne se connaît pas suffisamment pour être en amour suffisamment avec les uns et les autres pour s'accepter et se tolérer. Dès qu'on dépasse un nombre, il y a des règles à mettre. Et nous, on a envie que la règle reste dans le cœur. Peut-être qu'il faudrait 2 personnes qui s'occupent de dresser le buffet, non? On n'a pas de système de gouvernance. On est très libre. On appelle plutôt, nous, notre communication spontanée, non violente. Et donc, il n'y a pas d'autre protocole ici de vie en commun que celui-là. Voilà. Pour nous, chacun ici doit être son propre chef et son propre gendarme. La communication semble être une des clés pour vivre en groupe. Et en effet, à Sainte-Camelle, les habitants ont pour habitude de partager leurs sentiments et leurs émotions, ce que l'on n'a pas forcément appris à faire dans notre société. Si certains membres de l'éco-village sont en désaccord, ils en parlent directement afin de prévenir toute forme de conflit. Comment ça s'articule ici, c'est qu'il y a des activités qui sont vraiment collectives, dans le sens où tout le monde s'investit. Donc ça, c'est la location des 2 cabanes dans les arbres et la location du lieu pour des stages en été notamment et autres. Donc ça, il y a plein de choses qu'il faut faire pour que ça tourne. Donc l'entretien des espaces verts, la communication, la gestion web, l'accueil, le ménage et autres. Et ça, en fonction des compétences de chacun, on se répartit les heures de travail finalement. Et à la fin, le bénéfice qu'on en retire est divisé par le nombre de parts, quoi. Et ça, donc ça assure une sorte de revenu de base pour l'éco-village. Et ensuite, chacun a des projets plus personnels. Parmi ceux-ci, on retrouve le maraîchage, qui fournit la nourriture pour les habitants, les stages et les visiteurs. Le café associatif, qui propose des événements, des concerts et des rencontres, et qui peut s'appuyer sur le maraîchage pour proposer de la petite restauration. Ou encore le magasin Namasté, qui vend différents objets décoratifs au profit d'une association en Inde. Derrière ces projets, l'idée est de sortir de la société de consommation en retrouvant une certaine autonomie alimentaire et énergétique que le système a rendue impossible. Ainsi, ils veulent réduire un rythme de consommation effréné pour revenir à une vie plus simple et plus en accord avec l'humain. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des projets transversaux, horizontaux sur le lieu, qui s'épaulent les uns les autres et qui y ait une dynamique interprojet qui se fasse, quoi. Donc, qu'on n'est pas du tout un lieu centré sur nous, replié sur nous, coupé du monde. Et nous, on a vraiment pour vocation de s'ouvrir à l'extérieur. On est vraiment dans le monde qui nous entoure, on n'est pas contre le monde qui nous entoure. On propose peut-être un regard différent, alternatif et un autre chemin d'expérimentation. On a envie de servir ce monde et puis par les problématiques, quoi. Résoudre une problématique, c'est faire quelque chose, quoi. Si on a en soi quelque chose qui est résolu, il y a quelque chose qui se résout aussi dans le monde. Pose le talon, expire. Pousse, écarte. Le regard accompagne la main droite, puis il va chercher... Notre vision, c'est vraiment basé sur le développement personnel, l'écologie intérieure, la transformation de soi, en fait.
pour justement transformer le monde. Notre optique, c'est vraiment qu'il y ait cet équilibre entre l'individu et le collectif. Pour que l'individu, par le développement de lui-même, de sa richesse, puisse nourrir le collectif. Et ce collectif nourri va le nourrir aussi. Donc ça fait vraiment un échange qu'on ne va pas retrouver ou qu'on va moins retrouver si on renie notre personnalité, notre individu ou nos rêves ou au service d'un rêve commun. La paix en soi, on peut le trouver partout. Mais en étant seul, c'est trop facile. Si quelqu'un me saoule, je bouge et voilà, je suis plus blessé. Mais il y aura toujours cette blessure qui va revenir parce que cette blessure vient de moi et pas de l'autre. Et ici, c'est vraiment un vivier d'entraide, un vivier de développement personnel. Je pensais pas que t'allais Au début, c'était pas très clair cette idée de l'individu qui, par son développement personnel, nourrirait le collectif. Mais en parlant avec les membres de l'éco-village, on a compris que ce qu'ils entendent par là, c'est que mon échange avec les autres me permet de me remettre en question, car ils viennent appuyer sur mes points faibles. Et par cette remise en question, j'évolue, et donc je permets au collectif d'évoluer. Les habitants de l'éco-village sont tous dans cette optique-là, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne. La vision, elle doit être identique. Pour se regrouper, c'est le premier point. Parce qu'on peut avoir envie de transformer le monde, mais on a tous, quelque part, une vision différente d'y arriver. C'est pour ça que dans les collectifs, c'est important que cette vision soit extrêmement bien décrite et qu'il y ait des tas de collectifs avec des visions différentes. Parce que de cette manière-là, on concourt à transformer le monde. On n'a pas à être tous identiques, on n'a pas à aller vers l'uniformisation. Par contre, se regrouper. Et là, on avance plus vite, on fait plus de choses, on sert notre idéal. Alors à un moment, j'ai eu peur un petit peu d'y perdre mon âme, de me dire, bon allez, je suis au service de la collectivité, et puis moi, je ne sais plus qui je suis. Parce qu'il y a toujours des choses auxquelles on tient, même si on est très collectif. On est souvent ensemble, mais j'ai une serrure, mais je sais pas où sont les clés. Mais j'ai une porte qui ferme. Et là, c'est mon cocon, c'est mon cocon. Premier impact du collectif, eh bien, c'est la mutualisation. Et c'est le fait d'avoir besoin de moins d'argent pour pouvoir bien vivre. Quand on vit seul quelque part, on dépense beaucoup d'argent, aller prendre la voiture, le tram, tout ça pour voir les copains, pour la culture, pour les loisirs, pour se divertir, etc. Quand on est dans un groupe, comme ça, on est assez autonome. On crée notre environnement. Donc, ça veut dire moins besoin d'argent pour vivre, ça veut dire plus de temps pour vivre autre chose. En tapant dedans. Non, de loin. Avec ta tête, avec la caméra. Oh, joli. Oui. Vas-y, Alex. Oh. T'arrives pas à la mettre. Le collectif, il ne s'arrête pas à la communauté humaine, c'est bien plus large. Et c'est aussi notre environnement, c'est tout le vivant qui nous entoure. Et ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment explorer ça. C'est comment on peut s'inspirer de la nature, comment on peut, dans l'écoute, dans la coopération, coopérer avec tous ces éléments naturels, tout ce vivant qui nous entoure pour finalement que tout le monde s'y retrouve. Et ici, c'est ce dont on aime témoigner. Voilà. On aime témoigner qu'ensemble, on peut créer quelque chose qui puisse servir, qui puisse être utile. Et puis, chacun à sa manière, c'est-à-dire chacun avec sa propre richesse. C'est pour ça que notre idée, c'est faire la promotion des collectifs. Pour nous, le collectif est une réponse à nos problématiques de société. On le dit chaque fois, regroupez-vous, c'est vraiment, que ce soit en ville ou n'importe où, le regroupement, c'est vraiment une réponse.
La découverte de cet éco-village nous a appris beaucoup sur nous-mêmes, mais également sur la manière de fonctionner d'un collectif. À Sainte-Camelle, malgré leur opposition claire à un système qui a mis de côté l'humain et le vivant, les habitants ne veulent pas se positionner dans un rapport de force contre ce dernier. Ils ont fait le choix de construire un modèle alternatif viable plutôt que de dépenser leur énergie à déconstruire un modèle malade. Même si cette vision nous a remis en question dans nos convictions militantes et engagées, et que cette démarche positive et collective peut constituer une réponse pour certaines personnes, nous pensons qu'une grande majorité des citadins ne sont pas prêts à quitter leurs repères pour aller vivre au milieu de la nature. Comment pourrions-nous adapter ce mode de vie, ou en tout cas certains éléments de celui-ci, en ville ? Le collectif peut-il réellement reprendre ses droits en milieu urbain ? Et surtout, est-ce que le fait de mettre les gens ensemble pourrait faire émerger des solutions concrètes à un système individualiste en chute libre ? Le challenge était de taille. Mais on a décidé d'y croire et de partir à la recherche de lieux similaires en ville, à Bruxelles. C'est porté par ce besoin de nature et d'authenticité que nous avons fini par pousser le portique du Champ des Cailles, une sorte d'oasis végétale au milieu des briques. Alors, le Champ des Cailles, c'est quoi? Avant tout, c'est une ASBL, la ASBL de la ferme du Champ des Cailles. C'est un projet collectif à Watermal-Boisfort, de ferme urbaine, et qui contient plusieurs pôles. Donc, il y a un pôle de maraîchage, avec des maraîchers professionnels qui cultivent la terre. Il y a un pôle d'élevage, avec des brebis qui produisent du fromage. Il y a un pôle qu'on appelle le jardin collectif, donc là, ce sont des citoyens qui jardinent. Et puis, il y a toute une série d'autres activités, le quartier durable, un poulailler, des événements, etc., qui sont organisés. Le projet, en fait, il répond à, je pense, 3 besoins qu'ont les Bruxellois aujourd'hui. La première chose, c'est d'avoir un espace vert, un espace qui est agréable, un espace qui est accueillant. On sait que voilà, il y a plus beaucoup d'espaces verts en ville qu'on peut utiliser, dont on peut profiter. Le deuxième besoin auquel répond le projet, c'est de fournir un apport alimentaire local en circuit court et durable, et donc de commencer un questionnement sur la question de l'alimentation en ville. Et le troisième besoin auquel répond le projet, c'est évidemment le besoin de connecter en fait les gens, de connecter les citoyens. Ce qui est chouette pour moi dans le projet du Champ des Cailles par rapport aux autres jardins urbains et potagers urbains qui existent, c'est vraiment le côté collectif en fait. Ce qui est intéressant dans ce collectif, c'est qu'il y a justement toute une diversité d'acteurs, une diversité de personnes qui participent au projet. On a d'une part les citoyens qui viennent récolter leurs légumes sur le champ et qui peuvent en bénéficier, et d'autre part les maraîchers qui les produisent. Donc ça connecte, si vous voulez, les citoyens à la terre, mais aussi aux professionnels de l'alimentation, de l'agriculture. Ça peut paraître bête, mais il n'y a rien de tel que de remettre les mains dans la terre, que de donner à manger à une brebis, que de jouer avec un gamin sur le champ, que de venir nourrir les poules. Enfin, ce sont toute une série de petits gestes en fait, qui nous reconnectent à la terre et au monde, et je pense que ça, c'est très important. Un autre avantage du Champ des Cailles, c'est qu'ils peuvent mutualiser beaucoup de ressources. Quand on jardine, on n'a pas tous les jours besoin d'une bêche ou d'une fourche, mais on en a besoin à un moment. Au lieu de chacun avoir ses propres outils, ils les collectivisent et économisent ainsi beaucoup d'argent. Les ressources immatérielles, comme les connaissances, les forces vives et l'énergie, sont également mises en commun. Par exemple, les jardiniers vont souvent demander aux maraîchers professionnels des conseils sur comment cultiver les différentes sortes de légumes. Et donc en fait, quand on est dans un projet collectif comme ça, il y a toute une série de choses qu'on apprend et qu'on n'apprendrait pas si on était dans son propre jardin ou dans un potager traditionnel. Par exemple, on réapprend à découvrir l'autre, on réapprend à connaître l'autre et à développer des relations. Les gens que j'ai rencontrés ici m'ont vraiment ouvert les yeux sur à quoi ressemble la société dans laquelle on vit et à quoi elle pourrait ressembler si on changeait nos modes de fonctionnement, si on changeait nos modes de vie, en fait.
Et ça me donne beaucoup d'espoir et beaucoup de courage pour la suite. En fait, il y a quelque chose qui est très chouette dans ce projet, c'est que dès le départ, on a dit pas de politique sur le champ. On ne fait pas de politique, on ne parle pas de parti, de ce genre de choses. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que quand on oublie tout ce côté-là, en fait, on se concentre uniquement sur la vraie politique, les choses qui comptent, comment on s'organise, comment on prend des décisions, comment on fonctionne ensemble, en fait. À travers cette démarche, les citoyens se réapproprient leur manière de consommer, ce qui leur permet de gagner en autonomie. Au Champ d'Écaille, la politique retrouve son sens originel. Elle se fait directement sur le terrain entre les différents acteurs. Cette nouvelle manière de travailler ensemble se retrouve dans d'autres domaines que l'agriculture. C'est pourquoi nous sommes partis à la rencontre d'Agora, une initiative bruxelloise qui applique cette vision de la politique à plus grande échelle. On ne vient pas tous du même monde, on ne vient pas tous du même mouvement politique, mais pourtant on veut tous la même chose et on pense que ça nous fera du bien. En gros, dans le mouvement, on n'a pas trop parlé politique actuelle. On ne sait pas trop d'ailleurs pour qui a voté pourquoi aux autres échelons. Mais ce qui était important et qui nous rassemblait tous, c'est de lutter contre la haine, lutter contre le racisme, vraiment se rassembler, dialoguer. Et c'est ça qu'on veut promouvoir dans Agora. Et dans le premier onglet, vous pouvez aussi vous inscrire pour dire là, moi j'ai le fait. Alors, en gros, Agora, c'est un mouvement qui s'est créé entre plusieurs personnes qui ont voulu améliorer la politique aujourd'hui et qui ont réfléchi ensemble à une assemblée tirée au sort. L'idée, c'est de recréer l'équivalent d'un parlement de Bruxellois tiré au sort, mais qui soit statistiquement représentatif de l'ensemble de la population dans toute sa diversité en termes d'âge, de niveau d'études et de genre. Et que ce petit groupe de Bruxellois qu'on tire au sort, qui sera représentatif de l'ensemble de la population, puisse délibérer sur toute une série de sujets qui ont trait aux compétences que la région Bruxelles-Capitale peut traiter. Et après avoir délibéré sur qu'est-ce qui devait être fait pour l'intérêt de tous les Bruxellois pour la région, eh bien, que ce petit groupe puisse remettre des décisions qui aient un pouvoir législatif. Et du coup, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est présenté aux élections. Donc on a cherché des signatures, on a cherché du soutien. Et on a réussi à se présenter. Et puis on a fait une campagne et on a été élus. À plus de 3400 voix sur Bruxelles. Et c'est ça que les Bruxellois ont compris ce soir. Je pense que quand tu pars du principe que tu crois en l'idéal démocratique, tu crois dans le fait que tout le monde est capable de prendre des décisions dès lors qu'il est concerné par les décisions qui vont être prises. Tu crois dans le fait que les gens sont capables de se réunir dans leur diversité, de discuter de façon constructive et de faire en sorte que des décisions soient prises qui vont dans l'intérêt du plus grand nombre, on va dire. Si jamais il y a des désistements. Et donc voilà, il faut qu'on ait au moins 10 prénoms de femmes et 10 prénoms d'hommes. Et dès lors que tu crois en ça, je pense que tu as l'espoir que la société soit plus égalitaire, soit plus libre, les personnes soient plus émancipées. Et donc tu vas réfléchir justement à qu'est-ce qui oppresse, qu'est-ce qui rend les choses injustes, inégalitaires, qui est opprimé. Et je pense qu'inévitablement, tu vas penser à des techniques qui vont faire en sorte que tout le monde puisse être capable de participer. Comme vous l'aurez compris, les membres d'Agora sont convaincus que cet idéal démocratique est tout à fait réalisable. Ils ont donc mis en place différents groupes de travail organisés de façon horizontale. De plus, chaque groupe est autonome dans sa prise de décision. Les décisions les plus importantes, quant à elles, sont prises avec toutes les personnes actives dans le mouvement. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également mis en place quelques techniques et établi un cadre pour faciliter une prise de parole égalitaire et ainsi s'assurer que les minorités puissent s'exprimer. Plus représentatif que ce qui existe au sein du Parlement actuel.
En fait, il faut être conscient des rapports de domination possibles, donc les hommes sur les femmes, les vieux sur les jeunes, les personnes qui ont fait plus d'études par rapport à celles qui en ont fait moins. Et une fois qu'on est conscient de ces dominations, il faut penser à des techniques qui font qu'elles ne vont pas automatiquement et inconsciemment se reproduire. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, comme je disais, c'est qu'il y a des techniques qui permettent une prise de parole égalitaire, comme par exemple le fait que tu fais des tours de parole avec un temps de parole qui est, si pas limité, en tout cas le plus similaire possible pour toutes les personnes. Et en faisant ça, tu t'assures qu'il n'y a pas quelqu'un qui va parler plus ou qui va parler plusieurs fois de suite. Tu peux aussi faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer entre elles dans un cadre sécurisé avant de faire revenir l'opinion qui se sera dégagée au reste du groupe. Du vécu des gens, et donc pour ça il faut les impliquer, et pour ça il faut que les gens ils se rencontrent et qu'ils puissent discuter pour enfin tout à la fin prendre des décisions, et je vois pas comment on pourrait faire face à tous les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui si on n'implique pas les personnes concernées et si on n'essaye pas de faire dans le collectif. Évidemment, Agora n'est pas la seule initiative à utiliser ces techniques. D'autres, comme Déclic en perspective, le Chant d'Écaille ou encore Comuna, les appliquent également à leur sauce. Aujourd'hui, ce que ce mode de gouvernance nous montre, c'est cette volonté de contribuer à la société, d'être acteur de sa ville ou de son quartier, de devenir un citoyen autonome et responsable, et donc de faire société. C'est ce que l'ASBL Comuna promeut via la réappropriation de bâtiments vides. À Comuna, on avait envie de vivre ensemble, on n'avait pas envie d'avoir une vie métro, boulot, dodo, dans laquelle on se forme pour travailler dans une grande entreprise qui participe à la destruction du monde, des écosystèmes et de nos vies propres. Et on s'était dit, le mieux, c'est de commencer par soi-même. Et donc, on avait envie de vivre ensemble. Donc, la base, c'est dans notre nom, quoi, Comuna, la base, c'est la construction communautaire et collective. Après, moi, j'aime bien quand on parle de ces questions collectives, c'est aussi gratter un petit peu le vernis romantique qu'il y a autour de l'expérience collective. Parfois, on nous dit, mais est-ce que vous avez des problèmes ? Et je dis évidemment qu'on a des problèmes. La première réponse que moi je donne à ça, c'est dans les schémas classiques, pyramidaux, ça fonctionne pas. Chez nous, ça fonctionne relativement bien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accro. On fonctionne avec un matériau qui est gravement imparfait. On travaille avec des humains. Donc les humains, ils ont des émotions, ils ont leurs humeurs, parfois c'est pas leur jour. Et donc on doit composer avec ça. Et donc Comuna, c'est une ASBL qui a pour vocation de favoriser les usages temporaires de bâtiments vides. Donc il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a énormément de bâtiments qui sont vides. Donc on parle de 6,5 millions de mètres carrés qui sont inoccupés. Alors 6,5 millions de mètres carrés, pour donner une idée, c'est la taille au sol de la commune d'Ixelles. Donc c'est énorme. Donc nous, on aime bien dire à Bruxelles, il n'y a pas 19, mais en fait, il y a 20 communes. Et la 20e commune, c'est celle de l'ensemble de ces bureaux, de ces églises, de ces usines, de ces appartements qui sont laissés vides temporairement. À Comuna, on pense que les bâtiments vides, c'est une excellente porte d'entrée pour se poser des questions sur la manière dont on fabrique la ville ensemble, sur le système en général. Et donc, qui a accès à la ville? Qui a accès aux services culturels? Qui a accès aux équipements? Comment on habite? C'est quoi habiter? Comment on habite ensemble? Comment on gère un espace? Comment on consomme? Comment on produit? Et nous, ce qu'on essaie, c'est de construire des espaces qui permettent d'expérimenter ça. Aujourd'hui, on s'occupe de l'occupation temporaire d'une dizaine de sites à Bruxelles. Et nous, on s'est donné pour mission que tous ces espaces qui soient vides soient alloués à des projets d'économie circulaire, d'économie sociale, de vie associative de quartier et de logement pour les personnes mal logées et ou pour les gens qui veulent vivre en communauté et avoir un impact positif sur leur quartier. Et donc, on se donne pour mission de travailler avec le comité de quartier, avec les riverains, avec les associations locales, pour permettre l'ouverture de ce lieu, en fait, le libérer du vide. Ici, à Chapelle, à la Louville, vraiment Charleroi, Et donc, on est dans un format où il y a
de la participation au sens concret du terme. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de donner ton avis exclusivement sur la manière dont les choses sont gérées. Il s'agit de participer, de co-construire et de faire ça ensemble. La question, c'est qu'est-ce que tu viens foutre ici avec nous? Est-ce que tu veux contribuer à ce qu'on dessine ensemble? Si oui, qu'est-ce que tu veux mettre sur la table? Peu importe d'où tu viens. Donc nous, on est persuadés d'une chose, c'est que la manière marchande dont on construit la ville aujourd'hui, ça tue la ville. En fait, les villes sont en train de mourir en termes de dynamisme. Et on a besoin d'espaces de contre-culture, on a besoin d'espaces d'innovation dans lesquels les gens peuvent s'impliquer, participer. Et c'est ça qui rend une ville chaleureuse, inclusive, plus verte et où on peut expérimenter des pratiques. Le projet Marie Moscou est un bel exemple d'espace de contre-culture et d'expérimentation. Il se situe en plein cœur de Saint-Gilles, sur la place Marie-Janson. L'idée est de repenser cette place abandonnée avec les habitants du quartier et ainsi permettre l'appropriation de l'espace public par ses habitants. On s'aperçoit au fur et à mesure que tout le monde ne peut plus s'approprier les espaces publics qui sont plutôt faits pour la classe moyenne, supérieure, blanche. Nous, on a plutôt réfléchi à comment on crée de la mixité de fonctions et de genres sur la place. Voilà, et en amenant des différents aménagements et différents outils. Donc du coup, sur cette place, on a mis en place des aménagements urbains qui nous permettent aussi d'avoir une présence visible dans l'espace public. Et on a développé plein d'outils, une cuisine mobile, un petit jardin potager, nourricier. On crée une guinguette tout l'été où si tu n'as pas d'argent, tu peux boire. Et si tu n'as pas envie de boire, tu peux t'asseoir. On a mis en place une radio et puis on a accompagné des initiatives citoyennes, notamment un compost. Donc au fur et à mesure, on a des publics qui venaient pas ou qui n'étaient pas habitués à venir, qui sont venus se mélanger aux autres publics qui existaient sur la place. Et du coup, aujourd'hui, le projet, il tourne. On a quasiment tous les aménagements qu'on voulait faire. Aujourd'hui, par exemple, on aura l'émission de Radio Moscou, qui est un des outils qu'on a mis en place. Donc nous, on a eu une intuition que comme ça, cette place pouvait faire écho à plusieurs voix et que du coup, le meilleur média, c'était peut-être la radio. Et je crois qu'on va continuer en musique, n'est-ce pas, Emma? Tout à fait, on va continuer avec les Bee Gees et on va s'écouter Saturday Night Fever sur Radio Moscou. Radio Moscou, c'est une radio participative qui a lieu tous les mardis sur le carré de Moscou. Et c'est en plein air et en public. Donc la particularité de la radio, c'est qu'on est sur l'espace public. C'est participatif, donc en général, en fait, soit les gens nous contactent par la page Facebook ou par mail pour participer à l'émission, soit en fait, ils viennent directement sur place. Et ils peuvent participer à l'émission. Donc les émissions sont super diverses et variées vu que c'est les gens qui font le programme et pas nous. Nous en fait on est là plus pour encadrer et pour animer l'émission et aussi pour faire en sorte que tout se passe bien pour tout le monde. Et voilà, donc en fait on a un espace de libre parole pour tout le monde en fait qui n'aurait pas spécialement l'occasion de le faire via les médias traditionnels. Donc oui, il y a une école de devoirs, hein, et toi, Walid et Amadou, vous êtes bien placés pour le savoir parce que vous y étiez ou vous y êtes toujours. Hein. De par le cadre qu'on installe ici, on permet à plein de personnes de se rencontrer, de discuter, de pouvoir échanger sur différents projets. Il y a 2 autres animateurs qui s'en occupent et qui font exclusivement... Qui vont créer des liens super intéressants alors que c'est des gens qui seraient jamais amenés à se rencontrer au quotidien, je pense. Et du coup, Et aussi, on fait beaucoup de liens entre les différents acteurs culturels du quartier. Donc on fait de la promotion pour leurs événements, leurs activités. Et voilà, il y a plein de rencontres et plein de chouettes échanges qui sont produits à Radio Moscou grâce aux émissions et grâce aux projets différents de tous les acteurs du quartier. Et à notre public, très important. Oui. T'as des gens qui sont là toutes les semaines et que le projet fait vivre aussi et qui font vivre le projet dans les deux sens. Enfin, ça, c'est super chouette.
pour la petite anecdote, les plus chouettes moments qu'on a à la radio, c'est aussi quand il y a des publics complètement différents qui se retrouvent autour de la table. Et donc, par exemple, il y a une fois, on a eu des gens de la prison de Forêt qui sont venus pour une émission pour présenter un projet. Et ils ont été interviewés par un enfant de 11 ans. Et du coup, la différence, la naïveté de l'enfant... envers les personnes, c'était super chouette et c'était super... On faisait des questions super intéressantes et c'était super rigolo. Moi c'est Saïd et je représente Marie Moscou avec mes frères et je fais les 400 coups et tous les jours de fête. Petit chaton de Chingy, je me balade dans la vie. Un tonnerre d'applaudissements pour Saïd, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas envie de terrer mon cou, est-ce que vous êtes chaud, choisi? Après la visite de ces 4 structures, nous étions unanimes. Le collectif et la co-création qu'il implique est l'une des voies vers une société plus résiliente et plus participative. Ces initiatives sont finalement présentes dans bon nombre de secteurs, tant dans l'agriculture que dans la gouvernance ou encore le loisir. En théorie, cela paraît simple. Mais concrètement, par où et par quoi commencer ? Comment passer à l'action et concrétiser mon idée de projet collectif ? Nous sommes donc partis faire un tour chez CoopCity et Déclic en perspective pour éclaircir tout ça. À partir du moment où on ne travaille plus pour son propre intérêt, on va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile d'entreprendre quand on est plusieurs que quand on est seul. Et donc cette co-création, pour nous, c'est vraiment au centre de la méthodologie du Déclic Tour, quoi. Alors Déclic en perspective se positionne comme un propulseur de projets collectifs en économie sociale. Il est destiné aux jeunes entre 20 et 35 ans avec une certaine flexibilité qui sont sensibilisés au fait qu'il faut faire quelque chose pour changer la société, mais qui ne savent pas très bien par où commencer et qui ne sont pas encore prêts à aller voir une structure d'accompagnement. Et donc le Déclic Tour va leur permettre de découvrir des projets déjà existants en économie sociale, de rencontrer des experts pour identifier les besoins sociétaux dans le domaine et faire les premiers pas d'un futur projet. Quelles sont les étapes de la création du projet, rencontrer des structures qui vont pouvoir les aider par après aussi. Déclic privilégie également un moment d'introspection dans lequel les porteurs de projets peuvent s'interroger et se pencher sur des questions plus personnelles. Qui suis-je ? Sur quoi ai-je envie d'agir ? Quelles compétences puis-je apporter ? Ce moment permettra de former par la suite des collectifs avec des profils complémentaires. Le Déclic Tour permet donc à un public trop tôt dans sa réflexion de recevoir les outils et le cadre nécessaires à la co-construction d'un futur projet. Ces outils leur permettront d'aller frapper à la porte d'une structure d'accompagnement, comme CoopCity, et ainsi de transformer leur idée en projet concret. Celui-ci sera finalement mis sur pied grâce aux différents programmes qui y sont proposés. Nous, c'est vrai qu'on se spécifie plus dans l'accompagnement de projets collectifs avec les développements de coopératives ou d'ASBL ou des projets qui répondent à une finalité et des entrepreneurs qui ont envie de vivre de leur activité, tout en mettant en place une gouvernance qui soit la plus participative possible. Ce qu'on défend vraiment à CoopCity, c'est le fait que le projet réponde à un besoin de société, à un besoin qui n'est pas comblé ou peu comblé. Nous mettons également au service des porteurs de projets un espace de coworking et une série d'activités qui sont organisées tout au long de l'année, qui sont ouvertes à tous et à toutes et qui ont pour objectif de soutenir chacun et chacune dans le développement de leur projet. Le premier pas à faire, c'est vraiment parler de son projet, ne pas hésiter à tisser des liens, des contacts, faire du networking, c'est essentiel pour un entrepreneur. Et donc l'idée d'abord, c'est ce prérequis de bien s'entourer des bonnes compétences, de solidifier le collectif, de solidifier le groupe. Et donc pour ça, de travailler vraiment, d'être en cohérence avec les missions, les valeurs qu'on défend.
Et donc on invite même les entrepreneurs à proposer une charte de fonctionnement, comment ils vont fonctionner ensemble, mais aussi quel rôle eux ils veulent apporter dans le projet. Et puis très rapidement on va passer à la phase argent. Et donc est-ce que mon projet tient la route, est-ce que mon projet est viable économiquement? Et donc ça voilà, on va les faire travailler sur des outils, notamment des plans financiers. Il y a aussi l'étape on a envie de créer l'entreprise, quel statut juridique on voudrait donner à cette entreprise. Pour nous, le fait d'être une coopérative ou une SBL, c'est pas une finalité en soi, c'est vraiment un moyen qui permet à l'entreprise de monter tel ou tel projet. Voilà, c'est un petit peu les étapes par lesquelles ils vont passer. Moi, si je défends l'économie sociale aujourd'hui, c'est parce que il me semble que c'est une voie pour proposer une économie qui n'est pas une économie capitaliste. Et voilà, et le capitalisme me semble quand même être à la source de pas mal de problèmes aujourd'hui. Néanmoins, l'économie sociale, c'est pas la solution. Je pense que pour agir contre ce système, les voies d'engagement sont multiples. Et l'économie sociale est une manière de s'engager, mais il y en a plein d'autres. Via des actions de désobéissance civile, via le milieu associatif, via du plaidoyer, etc. Et donc je pense qu'il ne faut pas opposer les manières de s'engager. Ces espaces collectifs sont loin d'être les seuls. Nous avons fait le choix d'en illustrer un échantillon qui se veut inspirant, mais qui est loin d'être exhaustif. À Bruxelles, le milieu alternatif bouillonne. Un grand nombre d'initiatives voient le jour, façonnant les contours d'un monde fait d'équité et de participation. Si ces alternatives ont autant de succès, c'est en grande partie parce qu'elles permettent aux citoyens de retrouver du sens dans ce qu'ils font. Ce collectif, nous le vivons déjà depuis plus d'1 an, dans ses joies comme dans ses difficultés. Au fil des mois, nous avons appris à composer avec les différentes personnalités et compétences de notre petit collectif. Chacun de nous a dû faire un travail personnel afin de trouver sa place dans le groupe. Cette expérience de vie collective nous a permis de grandir tous ensemble et de trouver un équilibre entre épanouissement personnel et objectifs communs. C'est vraiment trouver ce pour quoi on est fait. Parce qu'on a des talents, on a tous un talent, ou des talents différents et qu'on peut mettre au service du collectif. À l'image de la nature, cette manière de fonctionner où tout est utile, il y a cet écosystème qui est merveilleux. Je crois que c'est à nous de retrouver humainement ce même style d'écosystème, sans compétition, de vraiment chacun avoir sa liberté, sa place, d'apporter ce qu'il a apporté. Je pense que c'est aussi ça l'erreur. On essaie d'être tous les mêmes, surtout pas. On peut cultiver cette différence et dire, OK, toi, tu viens d'ailleurs, tu n'étais pas au même je sais pas quoi sur je sais pas quelle échelle, mais on s'en fout, en fait. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais aujourd'hui, il s'agit d'être réaliste face aux ressources limitées de la Terre et aux réels besoins de l'humain. Nous pensons qu'il est urgent d'agir, de participer à la construction d'un nouvel imaginaire. Et c'est ce à quoi toutes les personnes que nous avons rencontrées s'appliquent. Acteurs du changement, tous s'attellent à bâtir une société basée sur des principes tels que la démocratie directe, l'économie participative ou encore l'écologie sociale. Je ne pense pas que notre petit champ ici et notre petit groupe peuvent changer le monde. Mais je pense sincèrement qu'on peut peut-être inspirer le monde et que si, en fait, d'autres gens prennent connaissance du projet, s'intéressent à ce qui se passe ici, là, il y aura un véritable potentiel transformateur, puisque c'est toute la société qui doit changer. On est bien conscient qu'on ne changera pas le monde, de tout ce qu'on voudrait changer, mais aujourd'hui, la focale, c'est plus voir ce qui ne va pas, mais au contraire, apporter quelque chose de positif, voilà, qui puisse être reproductible, inspirant. Il
fois, ça m'énerve que ça paraisse encore fou. C'est pas fou. Ce qui est fou, c'est d'aller dans le mur, de savoir qu'on va dans le mur et de dire peut-être que si on court un peu plus vite, on va le traverser, t'as vu ? À nos yeux, il est de la responsabilité de chacun de faire sa part. Tout le monde se doit d'être un petit colibri qui apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Mais pour que cela ait un sens, ne faudrait-il pas organiser quelque chose de collectif pour que la forêt arrête de brûler ? Le changement individuel peut-il vraiment devenir significatif s'il n'est pas porté par des idéaux collectifs ? Est-ce que changer nos manières de vivre et de penser pourrait mener à un réel changement de paradigme ? Ou faudra-t-il s'attaquer frontalement à un système régi par l'argent et le chacun pour soi ? Est-il utopique de penser que toutes ces initiatives pourraient préparer à un changement profond de notre organisation sociale ? Et peut-on encore vraiment parler d'utopie lorsque ceux qui la façonnent se donnent les moyens de l'atteindre ? On prend soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs. On pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions, remplacer le béton par du végétal. Le vert est la couleur de la révolution. On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sème en urgence les fleurs de la résistance. On en passera des nuits debout et des journées à genoux dans les champs. On apprendra de nos doutes toujours dans le partage et dans l'échange ensemble. On s'en ira le long des routes, montrer comment la nature se défend. Si on refuse de le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour nos enfants. Parce qu'on veut pas être complice, faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces, s'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et 100 fois plus, sans jamais oublier nos piliers. D'un côté je m'oppose, de l'autre je propose, puisqu'il semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses. On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sème en urgence les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Alternative. On s'en va nettoyer les plages et faire passer le message pour la lutte anti-spécisme et contre l'anthropocentrisme. On veut protéger les semences, remettre en question la croissance, faire interdire les pesticides et préserver les zones humides. On montre ce qu'on a dans le ventre, on met l'écologie au centre, le cœur plein de bienveillance, que notre combat ait un sens pour l'accueil de l'étranger, pour faire pousser des forêts, pour une justice climatique, un changement de paradigme. On se bouge, on se lance.